sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Dans le 5e et dernier volume de son Histoire de la Seconde Guerre mondiale, intitulé Le Triomphe de la liberté, Max Gallo raconte toute la fin de cet immense conflit de janvier 1944 à mai 1945. Et parmi tous les aspects évoqués dans ce livre, c'est le sort de l'Italie qui a retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. À propos de la dernière guerre, on parle très souvent des grands belligérants, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Union soviétique. On se concentre plus encore, c'est bien naturel, sur le sort de la France, occupée puis libérée, et l'on en finirait par oublier qu'une des clés de cette libération est à chercher dans les événements qui, spécialement au cours de l'année 1944, se sont déroulés en Italie. Et vous avez choisi de mettre l'accent sur le destin de Mussolini, destin assez chaotique en cette fin de guerre. Oui, chaotique sans doute, je dirais aussi aventureux. De la chute officielle du régime fasciste le 25 juillet 1943 à l'exécution de l'ancien Duce le 28 avril 1945, on peut dire que les derniers mois de Mussolini relèvent de l'aventure tragicomique. C'est cette aventure que je vais donc vous raconter avant d'élargir ce sujet et de reparler de toute l'Italie en guerre en compagnie de Max Gallo. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À 2h du matin, ce 25 juillet 1943, le Grand Conseil fasciste vient de voter l'éviction de Benito Mussolini par 19 voix contre 8 et une abstention. Pour le principal allié d'Hitler en Europe est donc venue l'heure du départ. Il faut dire que l'impopularité croissante du Duce, le vacillement de l'Axe devant le débarquement des troupes anglo-américaines en Sicile 15 jours plus tôt, tout cela a conduit les barons de Mussolini à se détourner de lui. Le soir même, Benito Mussolini est convoqué par le roi d'Italie à la Villa Savoia et à 5 heures précises a lieu le rendez-vous. Ce ne sera pas pour prendre le thé. L'entretien avec Victor Emmanuel III, ce roi que le chef a maintenu sur le trône depuis plus de 20 ans maintenant, l'entretien se déroule dans un climat de gêne. Il faut dire qu'il fait une chaleur accablante en ce mois de juillet sur les hauteurs de Rome. Mussolini a beau chercher à minimiser l'impact du vote de la nuit passée. Le roi secoue la tête. Mais oui, seulement ça ne va plus, mon cher Duce, ça ne va plus du tout. En vérité, Victor Emmanuel a déjà choisi l'homme qui succédera à Mussolini à la tête du gouvernement. Ce sera le maréchal Badoglio. Mussolini est sonné. Comment réagir ? Il n'a plus 30 ans. À 60 ans, après 20 années passées au pouvoir, on peut dire qu'il est là, désabusé, si j'ose dire, au bout du rouleau. Alors, tout est fini, dit-il piteusement. Le roi confirme. Tout est fini, répète le Duce, qui n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Victor Emmanuel le raccompagne jusqu'au perron. Et là, le dictateur évincé comme un automate tend la main au roi, qui la lui serre dans les siennes. On peut dire que c'est une grande page qui se tourne dans l'histoire de l'Italie. Le Duce se dirige machinalement vers sa voiture et là, il entend un cri « Duce !» C'est un des capitaines des carabiniers qui s'approche. « Nous avons ordre de vous protéger. » L'ancien dictateur jette un œil à droite et à gauche. Le parc est plein d'hommes en armes qui le guettent. Il comprend qu'il est inutile de résister. « Très bien, dit-il, venez avec moi dans ma voiture. »« Non, vous ne comprenez pas, Duce, c'est vous qui devez me suivre. » Et là, Mussolini doit se rendre à l'évidence. On lui désigne un véhicule. Il s'agit en vérité d'une ambulance qui a été choisie pour passer incognito au milieu de la foule romaine. Il hésite un moment et puis il monte, accompagné de son secrétaire et escorté de près par une brochette de vigiles armés jusqu'aux dents. Là, l'ambulance démarre et, en même temps, c'est le périple insensé de Benito Mussolini qui vient de commencer. Alors on l'emmène vers une première caserne, puis une deuxième, celle des élèves officiers carabiniers. Là, il est séparé de son secrétaire, on lui donne une collation légère, on installe un lit de camp pour qu'il passe la nuit. Dehors, la rumeur s'est propagée. La nouvelle de la chute de Mussolini se répand comme une traînée de poudre. On l'annonce à la radio à 22h45 et c'est une explosion de joie extraordinaire à travers tout le pays. Il est 1h du matin quand un officier général se présente à Mussolini porteur d'un message de Badoglio, du nouveau chef du gouvernement, qui lui demande de choisir son lieu de résidence. Et là, la réponse est évidente pour Mussolini, la Rocca delle Caminate, l'endroit où sa résidence, où se trouve notamment sa famille. Après quoi, l'ancien dictateur se couche et trouve le sommeil.
À la même heure, à Berlin, Hitler, lui, n'a pas du tout envie de dormir. Il est consterné. Il a fait appeler le général Student, qui est le chef des parachutistes, et là, il va lui confier une mission tout simplement incroyable. Il a décidé, Hitler, pour sauver les choses et pour sauver lui qui, encore une fois, est son principal allié, il a décidé d'aller enlever, ou faire enlever, bien sûr, Mussolini. J'aime bien cette musique, on se croit dans un film d'espionnage des années 60. Oui, c'est vrai, ça donne le ton. Dès le lendemain, Student a donc réuni quelques agents d'élite, des hommes jeunes en qui il a confiance. Il les présente à Hitler qui leur demande s'ils connaissent l'Italie. Il y en a un qui se met en avant. « Je suis autrichien, mein Führer ». Ce type-là s'appelle Scorzeni. En fait, c'est un personnage qui va jouer un rôle tout à fait important dans toute cette affaire. Plus tard, Scorzeni racontera lui-même comment le Führer, le fixant dans les yeux comme un hypnotiseur, lui a signifié la très haute importance pour lui de la mission qu'on allait lui confier. Importance stratégique, mais aussi, si j'ose dire, sentimentale. Pour Hitler, Mussolini est un ami cher, il a l'intention de le soutenir. Qu'est-ce que vous voulez, on a beau dire, on s'attache. Dès le lendemain matin, Scorzeni prend un avion spécial, destination Rome, où, je me permets de vous le rappeler, les Allemands se sentent encore chez eux. Il y a moins d'une semaine, l'État fasciste de Mussolini était encore leur principal allié européen dans la guerre. De son côté, pour sa deuxième journée en semi-captivité, Mussolini s'est montré docile. Il a juste eu deux demandes, deux requêtes. Il a demandé du dentifrice et des chaussons. Vous voyez, c'est bien bourgeois tout ça. Dans la soirée, on lui fait savoir qu'une voiture l'attend. Il souffle. Il est impatient de retrouver sa femme et ses enfants à la Rocca delle Caminate. Alors il monte dans la grosse voiture qu'on a fait avancer tout près de la maison, tout rideau tiré. Et puis très vite, il se rend compte qu'on ne prend pas la bonne route. « Où allons-nous » demande Mussolini. « Vers le sud, Duce, vers le sud. » L'ancien dictateur n'a plus aucun moyen de s'y opposer. Le voilà, parti sur les routes de l'Italie dans le plus grand secret sans que personne ne puisse plus suivre sa trace. Ce qui va suivre, c'est une sorte de course à l'échalote, un périple absurde à travers la péninsule, ce que j'ai envie d'appeler la grande vadrouille de Mussolini. Il fait déjà nuit depuis longtemps quand la voiture tout feu éteint atteint le port de Gaète. Gaète, c'est sur la côte entre Rome et Naples. Il est donc 2h du matin. Il y a une corvette qui attend là. À 5h15, elle se met en route. Direction, elle met le cap sur l'île de Ventotene. Alors, qu'est-ce que c'est que cette île de Ventotene ? Ça se trouve 50 km plus au sud. Et puis de là, on part vers une autre île, Ponza. Et l'île d'où provient la pierre ponce, vous savez, l'île de Ponza. Et là, quand on arrive, évidemment, il fait grand jour et Mussolini refuse de débarquer en plein jour. Il ne veut pas se donner cette honte. Et on attendra donc 10h du soir pour le conduire dans la maisonnette qu'on a choisie pour lui servir de résidence surveillée, une maisonnette totalement isolée, assez misérable. Il y a là un lit de camp, un lavabo, un vieux fauteuil défoncé. Le Duce regarde tout ça, serre les poings. « Basta », dira-t-il. Au même moment, l'ange gardien, ou plutôt le Saint Bernard, envoyé par Hitler, Scorzeni, est en train de dîner à Rome, déjà dans la villa du maréchal Kesselring. La grande question qui se pose pour les Allemands, c'est de savoir où est Mussolini. On s'informe de partout, en vain, jusqu'au jour où, par des amis qui ont une bonne, qui a un amoureux dans les carabiniers, un indice arrive enfin. Le carabinier a écrit à sa dulcinée que dans l'île de Ponza, on lui faisait garder un prisonnier de très grande importance. Tiens. Seulement voilà, tandis que les Allemands sont en train de retrouver la trace du Duce, lui, il s'ennuie ferme, il traduit des poèmes en attendant, on lui sert des tomates et des œufs, parce qu'il faut dire qu'il est au régime, il a un ulcère, Mussolini. On lui a quand même transmis une lettre de sa femme avec un peu d'argent et une malle de linge propre, ce qui ne devait pas être du luxe. Et le 29 juillet, c'est le jour de son anniversaire au passage, les geôliers ont bien voulu lui transmettre un message d'amitié arrivé à Rome de la part de Göring. Bon, ça veut dire que les Allemands ne l'oublient pas. Ils l'oublient si peu que sans perdre une minute, Scorzeni s'est mis en route pour la région de Ponza. Mais il va arriver trop tard. Au moment où Scorzeni arrive, c'est pour apprendre que la vadrouille continue et que Mussolini n'est plus sur l'île.
Mais où diable est-ce qu'ils l'ont encore emmené? Dans une autre île en fait, au nord de la Sardaigne. Le 8 août, au petit matin, on a en effet prié le Duce de monter dans une chaloupe qui, en quelques coups de rame, l'a conduit jusqu'à un croiseur qui s'appelle la Panthère. Et de là, on a mis le cap sur la Maddalena. La Maddalena, autant dire le bout du monde. Les renseignements allemands à Rome sont assez efficaces, évidemment. Et d'ailleurs, ils ne vont pas tarder à retrouver la trace du fugitif malgré lui. C'est un de leurs diplomates qui possède tout un réseau d'informateurs bien placés et qui apprend après 2 semaines de silence radio que Mussolini a donc été transféré à la Maddalena. Vite, pas une minute à perdre. Scorzeni avec... il faut imaginer le bonhomme, je vous en ai pas parlé, mais il a une très forte stature, un air important. Il joue les hommes providentiels en toutes circonstances. Scorzeni saute dans un Heinkel 111, il décolle, il se renseigne quand même de la destination. Ah oui, la Maddalena, d'accord, Verstanden, le voilà qui survole déjà l'îlot. Le plus fort, c'est que Mussolini va le voir passer au-dessus de sa petite maison. D'ailleurs, l'aviateur vole si bas qu'on peut voir dans le cockpit son faciès de bon garçon tout content de lui. Scorzeni, de son côté, n'a pas pu reconnaître le Duce. L'avion s'éloigne. Et pour Mussolini, c'est l'ennui qui va reprendre le dessus. Il faut que je vous dise que cette île de la Madeleine a subi un mois plus tôt un bombardement effroyable et que tous ses habitants en ont quitté les ruines fumantes. On a logé le dictateur dans l'une des dernières maisons qui restait debout. Là, il y a un détail qui ne s'invente pas, c'est que pour tromper son ennui, figurez-vous que Mussolini lit l'un des 24 volumes d'une collection complète des œuvres, d'une collection des œuvres complètes de Nietzsche, et qui lui a envoyé les œuvres de Nietzsche pour qu'il passe le temps, lui a envoyé par la voie diplomatique la plus officielle du reste, eh bien Hitler en personne. Je vous dis, ce sont des détails qu'on n'invente pas. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui évoque aujourd'hui sur Europe 1 l'incroyable cavale du Duce Mussolini, Franck. Alors le 21 août de cette année 1943, Hitler est à Rastenburg, vous savez, dans son quartier général forestier. Il a réuni le ban et l'arrière-ban. Il y a là Göring, l'amiral Dönitz, il y a le ministre von Ribbentrop, le chef de la SS, Himmler. Et toute cette belle brochette est là pour écouter. Qui? Eh bien, Scorzeni, bien entendu. Le Superman de service a de bonnes nouvelles. Il a réussi à localiser le Duce sur la Maddalena. Vous pouvez répéter, demande Hitler. La Maddalena, mein Führer, une île. Ah, tant mieux, tant mieux. Scorzeni demande l'autorisation d'intervenir et cette autorisation lui est donnée. Il a carte blanche. Parfait. Alors, on débarquera à la Madeleine le 27 août. Le 27 août, mais ce sera trop tard. Parce que dès le 25, on apprend que l'oiseau s'est encore envolé. L'île est de nouveau déserte. Cette fois, après, alors on a eu l'ambulance, la limousine fermée, la corvette, la chaloupe, le croiseur. Cette fois, c'est sur un hydravion qu'on a décidé d'évacuer l'ancien dictateur. Et contre toute attente, on le conduit cette fois vers la péninsule. Voilà qui rentre dans les terres. On amérit sur le lac Bracciano. C'est un changement de décor complet, on extrait Mussolini de l'hydravion et on le fourre, ça recommence dans une ambulance, direction Rome, ou en tout cas les faubourgs de Rome, parce qu'en fait l'ambulance va contourner cette fois la capitale par la Via Flaminia et par la Via Sabina, direction les Abruzzes, autrement dit direction la montagne. Le convoi a pris la route d'Aquila vers un sommet rocheux, le Gran Sasso d'Italia, au moins là-haut l'air sera sain, le Duce connaît bien la région, c'est d'ailleurs lui qui avait inauguré le téléphérique qui monte à l'hôtel panoramique Campo Imperatore. Mais cette fois, on s'arrête au pied du téléphérique au lieu dit la Villetta. Et c'est là que, du 26 août au 6 septembre, le Duce en cavale va passer une grosse semaine. L'hôtel est encore plus modeste. Décidément, on n'a pas choisi des palaces pour l'héberger. Au moins, le paysage est superbe. Ça, c'est un fait. De son côté, du côté de Scorzeni, c'est la désolation. Décidément, il n'y a pas moyen de mettre la main sur ce Mussolini. Il a fallu reprendre entièrement à zéro la mission de renseignement. On a quand même eu un indice, c'est que un hydravion a été repéré sur le lac Bracciano. Et puis, deuxième indice, nettement plus probant, les services secrets allemands ont intercepté le message suivant destiné au gouvernement italien: mesures sécurité prises comme prévu autour Gran Sasso. Le Gran Sasso? Un espion déguisé en médecin militaire va bientôt confirmer les soupçons des Allemands. L'hôtel Campo Imperatore a été transformé en une zone militaire interdite. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Alors vous allez me dire, où est Scorzeni ? Il a déjà décollé. Il s'est muni d'un bon appareil photo et le voilà qui mitraille le Gran Sasso et son hôtel d'altitude, une sorte de forteresse en béton, tout à fait comme pouvaient les construire les Italiens à l'époque fasciste, un grand bâtiment semi-circulaire, imposant et lugubre. C'est donc une mission de reconnaissance très précise qui a lieu le 8 septembre. Or, à l'atterrissage, Scorzeni apprend la nouvelle que Hitler redoutait depuis le 26 juillet. L'Italie a demandé l'armistice aux Alliés. Les Américains et les Anglais vont bientôt prendre possession de la péninsule. Maintenant, il faut carrément faire très vite. De son côté, au Campo Imperator, Mussolini est désespéré. Il passe ses journées à écouter Radio Alger en français et Radio Berlin en allemand. Or, très clairement, le 10 septembre, les journaux ont annoncé que les Alliés avaient prié le gouvernement italien de leur livrer Mussolini. Ça y est, Mussolini se voit déjà emmené aux États-Unis pour y être jugé. C'est une humiliation qu'il ne veut surtout pas subir. Alors il supplie le jeune lieutenant qui veille sur lui de lui confier son revolver pour se suicider. L'autre refuse évidemment et du coup on va en profiter pour confisquer à l'ancien Duce sa ceinture, tous ses couteaux, etc. Le 10 septembre, le plan d'intervention des nazis est au point. C'est assez rocambolesque, on est vraiment dans un film. Ils vont envoyer, figurez-vous, sur place toute une compagnie militaire à bord d'une douzaine de planeurs qui ne pourront pas être repérés. Et ce sont ces hommes qui seront chargés de libérer Mussolini. Le libérer, d'accord, mais ensuite, comment est-ce qu'on va l'évacuer ? Scorzeni a déjà trouvé une bonne idée. Pour évacuer Mussolini, Scorzeni s'est dit qu'on allait employer un petit avion, un Fizzler Storch. Vous savez, ce sont ces petits avions qui ressemblent un peu à des moustiques et qui présentent l'avantage de pouvoir décoller et atterrir sur une très courte distance. Alors, pourquoi pas envoyer un Fizzler Storch sur place pour évacuer Mussolini. Et là, l'entourage militaire de Scorzeni se dit que ce n'est pas très prudent tout de même. Il suffirait qu'il y ait un problème, ça ficherait tout par terre. Donc on va envoyer, avec les 12 planeurs, on va envoyer 2 Fizzler Storch. Et voilà que ce dimanche 12 septembre 1943, Scorzeni et toute son escadrille de planeurs, si je puis dire, met le cap sur le Gran Sasso. À 14h, les planeurs survolent le Campo Imperator et il faut dire qu'ils ne sont plus cuits à ce moment-là. Sur les 12, il y en a 4 qui se sont perdus dans la nature. Le planeur de Scorzeni se pose le premier, sans trop de dommages. Enfin, c'est quand même, il y a pas mal de toiles arrachées, mais enfin, ça se passe plutôt pas mal. Il va en être de même pour chacun des 7 autres planeurs. Scorzeni, lui, a déjà sauté à terre et il rencontre un premier carabinier. « Mani in alto », lui dit-il, les mains en l'air. Et toute cette scène est observée depuis une fenêtre du 2e étage par Mussolini en personne, qui a vu les planeurs arriver et qui a observé cet atterrissage un peu difficile. Aussitôt, Mussolini a hurlé au carabinier « Ne tirez pas, ne tirez pas !» Il répète « Ne tirez pas, il y a un général italien, tout va bien !» Le commando allemand ne tarde pas à envahir l'hôtel. Scorzeni grimpe l'escalier 4 à 4. Il frappe un carabinier d'un coup de crosse, un carabinier qui ne savait pas trop quoi faire et qui tentait de lui barrer le chemin. Et au 2e étage, il ouvre une porte. C'est celle de Mussolini. Duce, c'est le Führer qui m'envoie. Vous êtes libre. Ça paraît tout à fait incroyable. Alors, on se concerte assez rapidement. Comment faire ? Eh bien, on va utiliser l'un des 2 Fizzler Storch. C'était une bonne idée d'en prendre 2 du reste, car il y en a un qui, effectivement, a subi un gros dommage à l'atterrissage forcé. Le Duce va donc partir à bord du Fizzler Storch de Gerlach. Et là, surprise, alors qu'il était prévu qu'il parte seul avec le pilote, eh bien Scorzeni s'impose. Il veut monter à l'arrière à côté du Führer, à côté du Duce. Il faut dire qu'il est très grand et qu'il pèse 100 kilos, Scorzeni. Donc ça ennuie le pilote, Gerlach, qui lui dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est très dangereux. » Peu importe. En cas de catastrophe, écrira plus tard Scorzeni, il ne me restait plus qu'à me brûler la cervelle parce que Hitler ne m'aurait jamais pardonné d'avoir échoué à la fin de cette aventure. Puisque nous n'avions qu'un seul moyen d'enlever le Duce sain et sauf, mieux valait courir les mêmes risques que lui, même si ma présence augmentait le danger. En cas d'échec, nous subissions le même sort.
12 hommes s'accrochent au Fiedler-Storch, le pilote lance les moteurs, il baisse la main et là les 12 hommes lâchent prise. L'avion commence à rouler en cahotant un peu sur le terrain pierreux. Au bout il y a une grande pente qui fait 60 mètres et après c'est le précipice. Donc il faut vraiment que l'avion décolle. Il commence à décoller un peu, puis là un train d'atterrissage heurte un rocher, ça déséquilibre complètement l'avion qui part de côté. On se dit que cette fois il va tomber dans le précipice et puis non, à peine arrivé à 30 mètres du fond de la vallée, au moment où tout le monde est convaincu que c'est terminé, que ça aura été la dernière seconde de Mussolini, bien non, Gerlach réussit à redresser l'appareil qui finalement s'envole. La prochaine escale, ce sera un aérodrome près de Rome et puis de là on partira pour Vienne, pour Munich, et à Munich, bien entendu, on prend un autre avion allemand qui va conduire Mussolini chez Hitler. Et là, Hitler lui demande de créer une république fasciste. Mussolini est plus que dubitatif, mais finalement, il va céder. Et cette république qui va se créer dans le nord de l'Italie, ce sera la république de Salo. Nous allons en parler dans un instant avec Max Gallo. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1 qu'on entend, c'est Max Gallo de l'Académie française, auteur de 1944-1945, Le triomphe de la liberté chez XO Éditions. C'est le 5e volume de son histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un volume que j'ai là dans les mains, donc 1944-45. On voit évidemment cette photo mythique du général de Gaulle descendant les Champs-Élysées en août 1944. Vous écrivez, Max Gallo, dans ce livre, à propos de la barbarie qu'elle règne en Italie du Nord, dans la vallée du Pô, sur les rives du lac de Côme ou de Garde. Là, autour de Mussolini, dites-vous, les fascistes ont organisé à Salo une république sociale que surveillent les SS du général Wolf. Les partisans de cet État fantoche, ces Republichini, veulent un grand procès de la vengeance afin d'envoyer à la mort les dignitaires du régime fasciste qui ont obtenu en juillet 1943 la démission de Mussolini et provoqué ainsi la fin de l'État fasciste. La première chose à laquelle songe Mussolini dans ce qui est un peu une caricature de régime fasciste, la première chose, c'est à se venger de ceux qui l'ont destitué quelques mois plus tôt. Oui, il en veut particulièrement d'ailleurs parmi ceux qui ont participé à son échec en exigeant sa démission, il en veut particulièrement à son beau-fils, c'est-à-dire le comte Ciano, le mari de la fille de Mussolini, cette femme qui s'appelle Eda Ciano, que j'ai connue d'ailleurs, j'ai fait des émissions avec elle de télévision, elle est venue à Paris, et qui est très attachée à son mari, bien que son mari soit un fat qui l'a trompé pendant toute sa vie, mais ce comte Ciano qui doit sa carrière à ce mariage avec la fille de Mussolini a été de ceux qui, précisément, le 25 juillet 1943, comme vous l'avez raconté, ont voté la démission de Mussolini. Et Mussolini, là, véritablement, ne fera rien. Et pourtant, pour m'arrêter à ce point-là, sa fille, Eda Ciano, lui a écrit des lettres que je cite, je crois en partie, qui sont extrêmement dures pour le père, en disant que sauve-nous, et elle laisse entendre à Mussolini, et donc aux historiens qui ont retrouvé ces textes, elle laisse entendre que si jamais Mussolini a abandonné son mari, c'est-à-dire son beau-fils, Eda Ciano, elle livrerait des documents qu'elle peut avoir et des lettres. Mais elle essaie de au-delà, faire pression sur son père par tous les moyens. Par tous les moyens. Elle est très amoureuse de son mari. Elle est très amoureuse de son mari, c'est le père de ses enfants, et autour de Eda Ciano, et portant la responsabilité de l'échec de Mussolini, il y a évidemment tous ces dignitaires qui, pendant une grande partie du régime, ont été méprisés, traités de haut par le comte Ciano, et qui maintenant se vengent. Parce que vous avez employé, j'utilise le mot Republichini, petit, ça veut dire républicain pour tout simplement. C'est parce que, pour bien comprendre la situation qui est complexe et simple à la fois, Mussolini a pris le pouvoir en 1922. Il l'a pris légalement. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, que vous avez cité plusieurs fois, le roi d'Italie a accepté de le nommer président du Conseil. Mais en échange, Mussolini ne s'est pas débarrassé de la monarchie. Et donc ses ambitions, appelons-les révolutionnaires, qui étaient réelles, en tout cas changer le régime, être le chef unique, le Führer, enfin en tout cas le Duce, plus exactement, de l'Italie, il ne les a pas menés jusqu'au bout. Et entre les monarchistes et les fascistes, il y a eu évidemment cohabitation, mais une cohabitation où chacun surveillait l'autre. Le roi prenait ce qu'on lui donnait, le titre d'empereur d'Éthiopie, et quant à Mussolini, il n'aimait pas ce roi, mais enfin il le tolérait parce que l'administration, l'armée était peuplée de monarchistes. Tout ça s'est brisé
au détriment de Mussolini, comme vous l'avez dit, le 25 juillet 1943. Et là, il n'y a plus autour de Mussolini que ceux qui, dans son entourage et depuis 1922, étaient favorables Exactement. à une république. À une république, et même une république qui va s'intituler République sociale. Car il y a des anciens communistes même qui sont là depuis 1922, qui établissent un manifeste, et eux veulent vraiment se venger des monarchistes, de leurs anciens proches qui ont livré Mussolini à la justice, aux carabiniers, et voilà comment se met en place un événement tragique qui est tragique, parce que c'est tout à fait impressionnant que ce procès qui va se tenir à Vérone, il y a d'ailleurs un film très beau qui s'appelle Le procès de Vérone, très bien reconstitué, dans lequel on voit la réalité, c'est-à-dire ces dignitaires fascistes qui sont accusés de trahison et qui vont être, à l'exception d'un seul qui est gracié, qui vont être exécutés, et parmi eux, il y a le propre beau-fils de Mussolini, le Contecciano. Dans le polygone de tir de la forteresse de San Procolo, décrivez-vous, 25 hommes de la milice, tous volontaires, sont prêts. Quelques juges, des personnalités fascistes et de nombreux officiers de la garde nationale républicaine sont présents. Les détenus sont sur des chaises, le dos au peloton et les bras liés au dossier. Marinelli se débat. « C'est un assassinat », crie-t-il, et il faut l'attacher de force. Plusieurs miliciens s'y emploient. Les autres condamnés sont dignes et résolus, mais au fond de leur regard, on lit l'effarement, une incrédulité tenace. Eux, les chefs fascistes, ils sont là pour leur mort devant un peloton fasciste. À 15 pas, les miliciens sont prêts. Le premier rang a mis le genou à terre. Ciano, De Bono se retournent plusieurs fois et au moment où retentit le commandement de feu, on entend l'un des condamnés crier « Viva l'Italia et viva il Duce ». La décharge fracasse le cri dans l'air glacial. 4 hommes tombent, une chaise reste dressée. Le prisonnier indemne sans doute. Des 4 hommes tombés, des cris s'élèvent, les corps bougent. Il faut tirer de nouveau sur le prisonnier resté assis, sur les 4 qui sont à terre. Puis, à coups de pistolet, on achève les 5 suppliciés. Des opérateurs filment la scène. Et vous concluez un peu plus loin, Max Gallo. L'avertissement est clair comme un ordre, que le citoyen se plie s'il ne veut pas subir le sort de Ciano. Car si Ciano, donc le propre gendre de Mussolini, a été fusillé, tout est désormais possible. L'exécution de Vérone est bien un alibi et une justification nécessaires. Oui, que le Duce ait pu, en effet, faire tuer le mari de sa fille, n'ait pas levé le petit doigt pour le retenir, prouve bien qu'il est prêt à aller jusqu'au bout et que chacun doit se sentir menacé. Il y a une phrase que je cite, je ne l'ai plus exactement à mémoire, dans laquelle Mussolini, apprenant les conditions tout à fait pleine de maladresse et donc tragique de cette exécution, où on n'a pas été capable de tuer du premier coup, où on a laissé des gens agoniser, il a fallu les tuer, il dit les Italiens sont capables à la fois du grandiose et en même temps du plus sordide, et là c'est un événement tout à fait sordide qui a eu lieu. Alors, cette République de Salo voit le jour dans une situation des plus troublées, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est une période, si vous voulez, que les Français ne mesurent pas. Parce c'est ça. Que nous avons eu le débarquement en France le 6 juin 44, je dis bien. Paris a été libéré à la fin août 1944. 45, pour nous, le printemps 45, c'est déjà la fin de la guerre, même si la paix n'a pas été signée. Alors que, imaginez l'Italie du Nord, sous domination allemande, de fait, puisque les Italiens ont signé l'armistice avec les Alliés et même ont déclaré la guerre à l'Allemagne, le roi, etc. Les Allemands sont là, sont d'une brutalité à l'égard de leurs anciens alliés dont nous n'avons pas la mesure, mais nous avons connu en France Oradour-sur-Glane, il y a des dizaines de villages italiens qui ont été vraiment martyrisés, des familles entières, une violence de la part des Allemands, des SS, mais aussi une violence de la part de cette petite armée fasciste italienne de la République sociale qui sait très bien que c'est son dernier combat, qu'elle est perdue. C'est donc des gens qui n'ont rien à attendre de leurs adversaires et c'est une guerre civile, j'allais dire, en miniature d'une certaine manière, qui oppose les partisans italiens qui ont choisi de s'opposer à Mussolini à cette armée fasciste, à ces chemises noires sociales maintenant, et cette guerre civile,
elle est très dure. L'alimentation se passe mal, c'est-à-dire que il y a la misère, il y a la faim et il y a cette violence nazie et fasciste. Les Anglo-Américains, avec pas mal de Français d'ailleurs, avaient débarqué en Sicile l'année d'avant. Et là, quelques jours après l'exécution de Vérone, on les voit arriver carrément à Vanzio, tout près de Rome. Et oui, s'avancer. Mais vous savez, vous avez tous dans l'esprit ce qu'est la botte italienne, et débarquer, et d'ailleurs ça reste un mystère historique, choisir de débarquer en Sicile pour aller dans le nord, c'est vraiment choisir le plus long chemin, car on aurait pu débarquer dans la région de Gênes, par exemple. C'était tout simple, et on accédait immédiatement à l'Italie du Nord. Là, il a fallu remonter, et les Allemands se sont comportés comme de très bons soldats, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont encore. Sous le commandement du général Kesselring, ils ont établi à plusieurs moments, en reculant chaque fois, mais des lignes de défense, la ligne Gustave par exemple, qui a bloqué l'avance alliée, et la libération de cette Italie du Nord ne se produira qu'au mois de mars-avril 1945. Nous, c'était 1944. Il y a donc une longue période pendant laquelle l'Italie du Nord a vraiment souffert. Et il y a très sûrement parmi nos auditeurs des personnes qui se sont battues, qui ont fait monter Cassino, comme on dit, et qui ont participé à c'est l'armée. La participation, en effet, vous avez raison de le souligner, parce que ça a joué un très grand rôle dans le sort de la France dans l'après-guerre, qui a accédé à avoir un poste au Conseil de sécurité, c'est-à-dire d'être parmi les vainqueurs de la guerre, parce qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de soldats français, souvent des Algériens, des Marocains, d'unités indigènes, puisqu'il y a eu un film qui s'est appelé Indigène et qui relate une partie de cet épisode, et puis les Pieds Noirs, beaucoup plus nombreux que les indigènes d'ailleurs, pour être très clair, et qui ont vraiment mené une guerre en Italie tout à fait admirable sous le commandement du général Juin et du général de Montsabert. Avec vous, Max Gallo, nous revenons dans un instant sur les derniers mois, les derniers jours de Mussolini. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Quelques notes sur Europe 1 de la bande originale du film Les Canons de Navarone. On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui, Max Gallo de l'Académie française. Max Gallo, auteur de ce 5e volume de la série Une histoire de la Seconde Guerre mondiale chez IXO, 1944-1945, le triomphe de la liberté. Vous nous racontez, Max Gallo, que le 22 avril, Hitler et Mussolini se sont rencontrés à Klesheim, dans ce château où Ciano jadis avait dîné avec Ribbentrop, nous dites-vous. Hitler, vieilli, nerveux, mâchonne sans interruption les comprimés du docteur Morel. Mussolini expose ses doléances et, pour une fois, le Führer le laisse parler sans l'interrompre. Désormais, les avis et les conseils de Mussolini ont si peu d'importance. Tout en parlant, nous dites-vous, Mussolini quitte peu à peu la réalité. Il évoque ses rêves de conquête, l'Égypte et l'Afrique, tout ce qui a été perdu par la faute des généraux et du roi. Mais cela ne se reproduira pas, dit-il. Il est enchanté que les internés italiens restent en Allemagne. Il est prêt à appeler la classe 14 pour le Gauleiter Sauckel, les classes 16 et 17 pour le maréchal Göring, 20 classes s'il le faut pour les employer dans les bataillons de travail. Ces mots jetés pour paraître disposés encore de l'Italie, ce sont, dans les rues de Gênes et de Rome ou dans les villages de la plaine du Pô, des Italiens embarqués de force dans des camions. La population italienne souffrait considérablement. Beaucoup, et nous venons de couronner un livre de Primo Levi, qui a été précisément un de ces Italiens qui ont été arrêtés à cette époque-là et déportés à Auschwitz, car les soldats allemands, je parle même pas seulement des SS, les Allemands ont eu énormément de colère, de rage et de mépris pour les Italiens. Les Italiens avaient été leurs compagnons pendant la guerre, ils avaient changé de camp, et donc ils ont été impitoyables avec les prisonniers italiens, avec les soldats italiens qu'ils ont pu faire prisonniers, qui ont résisté. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre récit, il y avait entre Hitler et Mussolini, c'est intéressant sur le plan psychologique, une véritable amitié. Hitler considérait Mussolini comme un précurseur, comme finalement un maître qui lui avait montré comment on prend le pouvoir en 1922. Et d'ailleurs, un an après la prise du pouvoir par Mussolini, Hitler avait tenté de faire la même chose
dans le putsch de la brasserie en 1923. Il s'était rendu compte que c'était une erreur. Et Mussolini, tout au long de sa carrière, il parlait allemand, Mussolini, car c'est un homme cultivé, intelligent, cultivé, avec évidemment des zones totalement aveugles dans son raisonnement. Mais donc il parlait allemand, il a pu discourir devant des foules allemandes, et avec Hitler, face à Hitler, il se trouvait comme le conseilleur. C'était lui qui avait joué un très grand rôle, par exemple, dans la conférence de Munich, qui avait évité la guerre en 1938, évité, ou en tout cas qui avait lâchement repoussé la guerre. Et là, depuis évidemment qu'il a été renversé, prisonnier, libéré par Skorzeny, il a une situation double. D'une part, il était finalement très soulagé d'avoir été libéré de ce pouvoir. Et il aurait bien voulu rester dans une île de la Méditerranée, jugé peut-être plus tard. Et finalement, Hitler, en l'enlevant, lui a joué un très mauvais tour, l'a conduit en fait à être fusillé comme il l'a été le 28 avril 1945. Oui, parce que l'aventure s'est terminée de façon sordide, on peut dire. Tout à fait, avec un Mussolini qui essaie, sous l'uniforme allemand et dans un autobus dans lequel il y a des soldats allemands, de passer en Suisse en avril 45. Les partisans italiens sont maintenant nombreux, contrôlent les routes et disent à ces soldats allemands: écoutez, nous vous laissons passer en Suisse à la condition que vous nous livriez les fascistes que vous avez dans votre autobus. C'est là qu'ils découvrent la personnalité de Mussolini. Et pour éviter précisément, comme les partisans italiens le craignaient, que les alliés américains et anglais ne viennent se saisir de Mussolini pour en faire, eux, l'objet d'un jugement, les Italiens, pour affirmer leur nationalité, leur patriotisme et leur forte italianité, ont voulu régler les comptes eux-mêmes et ils ont fusillé contre une haie près de Salo, près du lac de Côme. Ils ont fusillé Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci, qui ont eu une fin sordide puisqu'on a transporté leur corps dans un camion sur une place de Milan. Et là, ils ont été soumis, ce qu'on a vu par exemple, j'ai beaucoup pensé, avec Kadhafi. Voilà, ils ont traité le corps de ces deux, cet homme et cette femme, le Duce et Clara Petacci, vraiment comme de la chair, en les pendant par les pieds, en crachant, en urinant sur les corps. C'est donc une fin tout à fait tragique, mais je dirais une fin qui s'explique par la longue pression qu'avait subi le peuple italien depuis 1922 et surtout depuis 1944. Ce qu'il faut dire pour parler de cette immense fresque que vous continuez de brosser, Max Gallo, c'est qu'évidemment elle nous transporte partout, aussi bien à Moscou qu'à Washington, aussi bien dans le bunker de Churchill que dans celui du Führer à Berlin. Et vous nous racontez justement que dans l'après-midi du dimanche 29 avril 45, on est là à la toute fin, ça fait penser au film La Chute, on est dans les dernières heures de Hitler. Hitler apprend, nous dites-vous, que Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci ont été abattus le 27 par des partisans italiens sur une route des bords du lac de Côme, etc., ce que vous venez de nous raconter. Les corps ont été jetés dans un camion et transportés à Milan, là où au printemps 19, à la fin de mars, l'ancien socialiste Benito Mussolini a créé le premier fascio, faisceau de combat, inventé donc le fascisme. Absolument. Et vous dites, et Hitler avait pris Mussolini pour modèle. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il avait éprouvé à son égard cette sollicitude qui l'avait conduit peut-être à le faire évader. Tout à fait. Et puis il tenait à avoir à sa main ce personnage-là qui pouvait peut-être encore être utile. Vous savez, il y a toujours des bruits qui courent, par exemple aujourd'hui encore, des historiens prétendent, mais peut-être ont-ils raison, qu'il y a toute une petite valise remplie de lettres de Churchill à Mussolini dans l'entre-deux-guerres, qui seraient des documents historiques très intéressants s'ils étaient connus, mais c'est peut-être une illusion, peut-être n'existe-t-il pas. En tout cas, pour conclure par un paradoxe, Churchill, vous savez qui c'est bien entendu, vous connaissez son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'homme qui, dans l'entre-deux-guerres, répétait que le plus grand homme d'État de l'Occident au XXe siècle, c'était Benito Mussolini. Max Gallo de l'Académie française, dans cette série Une histoire de la Seconde Guerre mondiale, 1944-1945, le triomphe de la liberté, c'est publié chez IXO. Merci beaucoup Max Gallo d'avoir été des nôtres. Bon
Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts européens, nous allons faire un tout autre voyage. Nous allons nous intéresser aux vacances d'hiver. Et souvent, quand on pense aux vacances d'hiver, on pense souvent à la montagne, non Franck? Oui, enfin moi je suis pas un grand fan, mais Eh oui. bien justement, vous pourriez être intéressé parce qu'aujourd'hui, la montagne des années 2012 ne ressemble plus à celle des années 80. On n'y va pas que pour amortir son forfait. Vous allez voir, ça peut vous intéresser. Et on attend d'ailleurs vos envies de montagne ou pas au 39,21, c'est 34 centimes d'euros la minute. Merci beaucoup Elena et nous nous disons nous à lundi Julia. Avec plaisir. À lundi, Franck, et merci à tous de votre confiance. Europe 1, il est 14h. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions Flammarion.